Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les Voix inouïes, dans le cadre du festival Premier Roman, nous sommes en compagnie de deux Voix inouïes, donc Lou Darsan à ma gauche et Aurélie Foglia à ma droite. Donc, je vais d'abord vous présenter brièvement, puis ce que je vous propose, c'est que chacune d'entre vous présente son texte et lise, vous prenez le temps, je sais pas, pendant 10 minutes, des extraits de votre bouquin, et après nous vous interrogerons sur la liberté au féminin. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Donc je vais prendre d'abord ça dans le sens de mes lectures, c'est-à-dire que j'ai d'abord lu Dénouement en premier. J'ai l'impression, et vous-même vous l'écrivez, que vous peignez avec les mains. Vous, Aurélie Foglia, vous êtes aussi peintre de tableaux directement. Vous écrivez des livres pour artistes. Des poèmes aussi, et donc Dénouement est votre premier roman. Si vous souhaitez le présenter, allez-y, je vous en prie. C'est vrai que c'est assez paradoxal d'écrire un premier roman qui s'appelle Dénouement, parce que le dénouement, c'est ce qui vient conclure quelque chose, qui vient conclure une comédie, une tragédie. Alors là, on est plutôt sur le mode de la tragédie, mais une tragédie banale, puisqu'il s'agit d'une femme qui se sépare. J'aime bien ce mot, cette expression, elle se sépare comme ça, de façon... elle se sépare de tout. Ce sont beaucoup de fils à dénouer, à couper. Elle se sépare de son mari, il y a des problèmes avec la garde du fils. Elle se sent aussi coupée d'elle-même. Donc elle est plongée dans ce drame, qui est un drame d'existence. Elle vit en banlieue, elle a des conditions de vie qui sont très modestes, disons. Donc elle va chercher à se réinventer, mais elle traverse un moment plutôt dépressif. Voilà, et la vie pèse sur elle. Donc elle est en proie à cette situation dramatique où il faut qu'elle se réinvente, qu'elle reprenne son nom de jeune fille. Elle a perdu son nom, elle a tout perdu. Voilà. Alors, j'essaie de trouver des passages qui mettent l'accent sur une en allée, sur une arrachée, pour reprendre le très beau titre de Lou. Donc Dénouement, c'est ce moment où elle n'en peut plus, où elle est asphyxiée, étouffée, et où il faut qu'elle parte. Donc j'ai sélectionné d'abord un chapitre où elle décide de partir. Je lis. Oui, bien sûr. Après on passera à Lou. D'accord. C'était son cadre, son univers. Pas grand-chose, en somme. Déjà, elle s'en parle au passé, alors qu'elle est plantée là, cherchant à se défaire. Parmi ces plantes vertes, dont les palmes statiques accentuent le silence. Elle cherche un appui auprès de ses anciennes alliées. Les choses n'ont rien à faire. Observe la neutralité. Elles sont tellement à leur place. Respecte l'usage. Pas elle. Le meuble d'entrée cache sans discrimination des hauts talons et des savates. Il dépareille les paires. On dirait qu'il mange les chaussures, surtout les pieds gauches et les mocassins à semelle plate, tout fin, tout lisse. Elle lui flanque un coup de pied pour lui apprendre à faire de la dissimulation, du recel. Les chaussures vont par couple, unies par tous les liens de la ressemblance et de la symétrie. Si on les sépare, elles sont foutues. Même un buffet devrait savoir ça. Le miroir, elle ne peut pas l'encadrer. Il ne garde rien. À chaque fois, il fait semblant de la voir pour la première fois, ce qui l'agace au plus haut point. On n'a jamais imaginé objet plus inutile. Il n'arrête pas de prendre des photos qui s'effacent instantanément. Quelle ahurie. Elle sait, il sera un peu plus rapide à l'oubli que sa mémoire. Tout de suite, il niera les avoir jamais vus ensemble. Elle se regarde. Un visage qui a du caractère, mais des yeux un peu ternes. Les cheveux pareils, une base, châtain clair. En ce moment, elle est blonde avec des longueurs qui lui pèsent de plus en plus, mais ça ne veut rien dire. Un jour, elle aura le courage de couper court et se teindre en noir sur un coup de tête. Pour changer. Vibration dans sa poche gauche. Son portable émet des signes de vie. Quelqu'un. C'est rien. C'est rien, je te dis. Il va se fatiguer. Tu m'énerves. Mets-le sur silencieux si tu ne résistes pas à l'appel. Quand on change de vie, quand on en est à l'étape fatidique de la grande résolution, la force que ça représente, qu'il faut mobiliser,
On n'a pas envie de bavarder, ni avec un livreur, ni avec sa mère, encore moins avec un chef d'établissement. Bref, elle est en dérangement. Ce n'est tout de même pas compliqué à comprendre. Dolores. Son nom de femme est Dolores, l'a toujours été. Elle a l'air si calme, domestique. Pourtant, quand ça lui prend et qu'elle est sûre d'être seule, renversant la tête, elle hurle comme une louve dans un film qu'elle a vu enfant, ce qui n'est pas un comportement convenu pour une épouse et une mère, elle a conscience. Regarde les arbres, comme ils acceptent de perdre. Ils ne savent pas se retenir. Dehors, dehors. Le vent berce la balançoire vide. Vient un moment où il faut se résoudre. Caressant d'un doigt le buffet de la cuisine, elle accumule la poussière. Dessus, un bouquet a fini de faner. L'odeur de décomposition est infecte. C'était si beau, si parfumé. Un tremblement le prend. Dès qu'elle touche un meuble, il devient bancal. Voilà le seul résultat à quoi elle aboutit. On ne dirait jamais, mais les choses aussi s'écroulent sans bouger. Elle va être à l'origine d'un tremblement de terre, c'est devenu inévitable. Prise dans tant de liens, elle se débat, ouvre la bouche pour respirer. Le mal qu'elle va faire. Mais il y a ce jouet, un personnage minuscule qui est resté pris dans les franges du tapis. Il est si petit ce bonhomme. Pourquoi est-ce qu'il prend toute la place? Si elle tire, les fils vont casser. Elle entraînera avec elle tout un grand tas de choses qui vont se fracasser. Elle ne peut pas faire l'économie. Allons. Il y a un moment, il ne suffit plus de passer l'aspirateur, ni d'avoir fait entrer ce canapé sable pour s'ensevelir, ni ce plaid en mohair pour la chaleur humaine. Il va falloir qu'elle s'en sorte. Mais comment tu vas faire, ma vieille, pour te tirer de là? Toi qui n'es qu'une porcelaine en biscuit, hein? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Avec ton vase à col de cygne et tes anses cassées. Pleure, prends des forces. Les portes savent encore s'ouvrir et se claquer. Tu crois que tu peux encore hésiter, mais tu n'as plus le choix. Tu n'as plus rien. Ouvre les mains. Ces choses ne sont plus à toi. Lâche ces murs. Laisse tomber ta maison. Ce résidu d'amour saumâtre. Ces fantômes qui se confondent avec les ombres. Il faut que tu te casses en 1000 morceaux et que tu te récupères comme tu peux de l'autre côté. Saute. Alors il y a encore un petit extrait, mais vraiment rapide, que je voudrais lire, qui est plus loin dans le livre. Vas-y, je vous en prie. Donc c'est un livre qui est un petit peu en deux parties. D'abord, donc elle se sépare, c'est le divorce, c'est donc l'arrachement avec son mari, son enfant. Et puis elle va au bout de sa dépression essayer de mettre fin à ses jours. Et puis ensuite elle veut se réinventer. Donc elle est sur un site de rencontre. Elle va sur un site de rencontre où elle croise un certain Jean. Et j'ai aimé ce prénom qui est les gens, Jean. Voilà, c'est un prénom qui fait signe vers un homme qui serait peut-être capable de lui apporter un épanouissement, du bonheur. Et donc là, à ce moment-là que j'ai retenu, dans sa liberté recouvrée, elle y croit. Elle est animée d'un grand désir. Et elle court rejoindre cet homme. Est-ce grotesque à son âge, prétendre au printemps? En bas de l'immeuble, les cerisiers noircis semblent plaider le contraire, malgré leurs vieux troncs torturés, leur nodosité et leur trogne, se couvrant de fleurs rose pâle à foison. Cela ne craignent ni le ridicule, ni la débauche. Fini de couver sa convalescence, de se lamenter sur soi, de regarder en arrière en se rongeant tout en cherchant des fenêtres. Elle, Dolores, se lance. Il est grand temps. Parce qu'à présent, de tout son être abîmé, il y a quelque chose dont elle veut se saisir, c'est la vie. La vie absolument, avec une telle faim qu'elle en a l'estomac creux et douloureux. Jean, c'est trop tard. Quel qu'il soit, cet homme nommé Jean a pris le visage de son amour. Merci Aurélie. On retrouve justement dans l'extrait qui a pu être lu toute cette poésie qui est charriée tout au long du livre aussi. Et donc autre ouvrage poétique, celui de Lou d'Arsan, donc L'Arraché Belle. Lou, si je peux me permettre l'expression, à l'inverse d'Aurélie, vous écrivez avec les pieds, mais dans la bouche d'un marathonien et ancien footballeur, c'est vraiment une qualité. Vous êtes nomade, voilà pourquoi je dis cela. Et d'ailleurs, il y a de très grands écrivains qui ont écrit des récits justement de leur nomadisme.
vous publiez des chroniques littéraires pour des revues, mais également sur votre blog personnel, si vous souhaitez aller voir, qui s'appelle Les Feuilles Volantes. Et donc voilà, je vous propose de présenter votre premier roman, L'Arraché Belle. Alors, L'Arraché Belle, c'est l'histoire d'une femme dont la situation initiale est finalement assez proche de celle de Dolores dans Dénouement d'Aurélie. C'est-à-dire situation de couple, un appartement en ville, et elle étouffe, elle asphyxie, et elle ne se reconnaît pas. Elle peine à savoir qui elle est, ce qu'elle fait là, et un peu comme si les murs se rapprochent et qu'elle se cognait au cadre. Et voilà, donc elle a vraiment une sensation d'oppression qui grandit jour après jour. Mais d'un coup, elle décide de partir un peu sur un coup de tête et de fuir ce quotidien qui l'oppresse. Et au-delà, enfin, voilà, ce qui est au départ une fuite se transforme en une marche, une errance, mais vers elle-même, et en fait à travers des paysages qu'elle va traverser, qui vont avoir une importance de plus en plus grande sur son psychisme, et voilà, et qui vont la modifier, qui vont l'aider à se trouver. Voilà, donc une forme de dépouillement. C'est une femme qui n'a pas de prénom, qui n'est pas nommée, et qui se dépouillant de tout, va réussir à peut-être atteindre son essence, ou en tout cas voilà, à arrêter à un moment cette course qui doit bien s'arrêter quelque part. Et donc c'est vraiment un passage de la stase au mouvement, et puis voilà, avec une grande proximité avec la nature, et quelque chose d'organique. Oui, il y a une vraie écriture tellurique, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est un mot qu'on redit souvent, mais je pense que c'est ça, il y a vraiment un lien, puis avec les montagnes, ouais. On va d'une mer à une autre, mais voilà, il y a tout le passage sur les montagnes et les grottes. Voilà. Et justement, l'extrait que je veux lire est un extrait ce sont deux extraits qui entourent une scène centrale que je n'ai pas envie de lire du coup, parce que je pense que c'est important que les lecteurs la découvrent par eux-mêmes. Donc je vais lire ce qui se passe juste avant et juste après, donc ça ne révèle rien, mais et c'est après le départ, elle est déjà partie, voilà, c'est le début de la liberté, de la quête de soi. À l'ombre de la calandre, elle somnole, assommée par la chaleur. Mais la danse des bombilles au duvet doré empêche par ses saccades la monotonie des instants. Étrange petite mouche colibri, à l'éperon sucré par les bulles de nectar, qu'elle peut observer sans ennui, comme elle suit aussi le long trajet d'une fourmi qui rapporte son trophée protéiné de mouches sèches à l'entrée de la fourmilière, en contournant les miettes de pierre à reculons. Les heures passent doucement, dans cette méditation contemplative qui saute d'un insecte à l'autre, jusqu'à la tombée de la nuit. S'élève alors le chant du jour qui s'en va, concert d'oiseaux, le ciel rougeoie, une grande flamme. Viennent les engoulevents, la lune absente, noire et nouvelle. Les parfums rassérénants de la nuit qui naît, odeur légère qui craquelle et s'entr'ouvre à peine. Dans un cercle de pierre, elle jette une allumette. Les branchages de genévrier sec s'enflamment rapidement, bientôt des braises. La fumée résineuse atteint presque la voie lactée. Elle rêve. Les étoiles clignent. Des constellations innommées naissent et meurent sous ses yeux. Elle les déplace du bout des doigts, les invente comme des nuages, dessine ses augures avec les milliers d'astres qui brillent ce soir. Que vivent trois corneilles, que dansent les hiboux, que les vagues déplacent les galaxies, que j'y jette les pierres qui me lestent, que je saigne mes peurs sur le ciel. Venue de plus loin que la nuit, une forme de paix la submerge. L'humidité de l'aube se dépose sur ses épaules, à l'heure fraîche et pâle, où le corps résiste à l'éveil. Elle s'accroche en vain au sommeil,
trop de blancheur dans le ciel et de rosée dans les herbes. Elle voudrait attendre le soleil, mais le froid s'installe. Elle a dispersé les braises avant de s'endormir au bord du foyer. Il lui faudrait un café, mais elle est seule, au milieu de nulle part. Alors elle se lève et se défroisse, engourdie. La rosée a humidifié sa robe de coton qui colle au dos et aux cuisses. Elle l'enlève en grelottant et la lance sous la voiture pour marcher nue dans la prairie, en évitant les chardons que le matin fait argenter dans leur clair des graminées. L'aurore qui tardait poudre enfin le ciel, et les fils de la Vierge qui se balancent entre les arbustes la fragmentent en arc-en-ciel infime. Les pieds mouillés et gelés, elle avance dans l'herbe, stupéfaite et émue par sa nudité, l'immensité qui l'entoure, la douceur de l'air qui se réchauffe déjà, la pâleur de sa peau, le froissé des fleurs encore closes, le silence du matin. Elle suit le tracé courbe d'une sente qui traverse la prairie et s'enfonce à travers un bosquet de buis. La piste bifurque vers des épines infranchissables. Devant, le sol dégringole en pierrier. À hauteur d'œil, les branches hautes d'un érable dépassent d'une dépression circulaire qui semble avoir été renfoncée dans la terre par le doigt d'un géant. Il faudrait s'aplatir au sol et s'avancer sur les coudes jusqu'au bord du petit précipice pour en voir le fond, romantique contemplant le vide. Le vertige la retient. Pourtant, l'odeur d'humus et de résine qui émane du gouffre l'attire. Plutôt descendre avec précaution le pierrier que d'osciller à son sommet. Donc là, c'est la scène du milieu, voilà, la scène initiale. Voilà. On invite chacun à s'emparer du livre justement pour la découvrir. Et là, je saute donc une dizaine de pages à peine. Et plus tard, l'extérieur. Et elle ne se souviendra pas du retour à l'air libre. Le bleu du ciel a foncé dans la fente entr'ouverte. L'ombre de l'après-midi a envahi la veine. Au sommet, la chaleur l'essouffle. Sous la lumière aveuglante, la prairie est un mirage. Pierres sèches, herbes courtes, épines, désert, insectes, le soleil blanc. Elle marche nue, encore. Poisseux, le sang envahit l'espace étroit entre ses orteils. Chaleur et viscosité le long de ses jambes. Elle écrase une fragile coquille d'escargot, dégoût violent. Le pied raclé sur l'arête d'une pierre pour se débarrasser des fragments de calcium, matière gluante, résidus de vie noirâtre. Ses pieds laissent des traces de sang derrière elle. Cela coule par paquets épais qu'elle pourrait presque retenir. Contraction pelvienne, efficace quelques secondes. Les traînées chaudes qui sortent d'elle sont désagréables, élastiques, collantes. Elle imagine des chacals suivre sa trace. Une file indienne d'animaux sauvages, truffes au sol, bourdonnement, reptation, canidés, félins, plantigrades, diptères, charognards. Leur souffle chaud sur ses mollets, l'ombre de leurs ailes, les piqûres dans le pli de son aine. Elle se retourne pour annihiler leur existence, faire disparaître d'un signement leurs possibilités. Le regard au loin, vers les crêtes, les lignes pourpres, le silence. Les crampes la freinent. Il faudrait s'extraire de la douleur, tracer des courbes, analyser les pics et les creux. Roulée en boule dans l'herbe rase, la respiration rauque, elle gémit. Irradiée et envahie, nausée, l'esprit lâche. Elle est pierre, ciel, griffure d'herbe, souffle, point, centre, attente, ailleurs, rien. Au matin, le sang séché tiraille la peau de ses jambes. Les tiges des graminées ont laissé des stries désordonnées sur son dos et ses flancs. Les irrégularités du sol ont meurtri ses épaules et ses hanches. Les graines d'aigre-moine crochetées à ses cheveux tracent des guirlandes brouillonnes.
Ses mains glissent entre ses cuisses et tâtonnent dans la moiteur poisseuse qui y règne. Les fluides secs accrochés à un désordre de poils, la douceur glissante des plis écartés d'un doigt, l'humidité rassurante de son centre, les aspérités granuleuses et l'élasticité de ses muscles qui se resserrent autour de ses doigts. D'un pouce, elle éveille son corps en dessinant des cercles concentriques sur sa vulve gonflée. Spirale d'influx nerveux, fusion électrique qui brûle et irradie, l'univers vibre, un monde explose. Elle tremble, tout se fige. Quand elle se lève et s'étire, elle est arc, œil, douceur, rosée, peau et marche. Elle retourne sur ses pas de la veille, s'égratigne sur une aubépine, vent frais, frisson, marche rapide. Enfile la robe froissée lancée sous la voiture. Les portières et les fenêtres grandes ouvertes, la clé dans le contacteur, elle démarre. Les chaos dans les ornières herbeuses, le bitume craquelé réapparaît. Puis un ruban noir et lisse, la bande blanche centrale, l'autoroute, un trait danger, 2 traits sécurité. Elle compte. Mississippi 1, Mississippi 2. Tout le monde la double. Derrière, dans le lointain, une partie d'elle danse encore sous une montagne. Combien de jours, de semaines, depuis la nuit sur le phare? La question n'a pas cessé de revenir, mais la réponse s'échappe et perd de sa substance. Dispersée dans la traînée de la voiture, la queue d'une comète, des particules de doute, vapeur, poussière, diluées dans son sillage. Depuis le haut plateau et sa fournaise, l'habitacle, qui était devenu si familier, si intégré, la gêne comme une carapace trop étroite. La danse au plus profond de la veine l'habite encore. Elle ondule en pensée, étire en cercle concentrique ses poignets au-dessus du volant, et le bleu éclatant du ciel l'émerveille. Elle fourmille, et ses jambes n'en peuvent plus d'être pliées ni ses chevilles tendues sur les pédales. Le moteur et les vitres ouvertes sont trop bruyants pour les voix des oiseaux et du vent, ou les vrombissements des insectes. La voiture trop rapide pour distinguer les arbres les uns des autres. Les angles en plastique cachent la lune, la nuit. Sur le tableau de bord, la plume de Grand-Duc oscille dans l'air pulsé, en rappel de ce qui la pousse à avancer encore, à mettre plus d'écart entre elle et la suffocation des journées longues et froides, les araignées et les siphons. Elle ne veut plus de ces soirs sur les parkings déserts ou dans les motels, de ces réveils désorientés, sueur froide, yeux gonflés. Un quart de tour dans le contacteur, trop de solitude, trop d'oiseaux écrasés, de belettes, de martres douces et vives, puis raides, tachées. Elle se gare à un péage et glisse au hasard dans le sac en toile, couverture, herbier, plumes, foulard, robes en coton, porte-monnaie, couteau, la liasse de billets. L'abandon du reste ravira les pilleurs d'épaves. Elle ne leur laisse pas la clé. Un lancer vers le fossé pour marquer d'un bout de métal et de plastique le point de non-retour. Merci à vous pour la lecture de ces extraits. Donc on va pouvoir justement se concentrer sur la thématique du jour, qui est, je le rappelle, la liberté au féminin. Vous avez toutes les deux souligné 2 choses qui, je trouve, est une donnée essentielle dans un roman. C'est le nom, ou justement le non donné à vos personnages. Donc il y a Dolores, ici il n'y a pas de nom. Justement, pourquoi ce choix d'assignation ou non à ce prénom-là? Tu veux commencer ou... Bah, vas-y. C'était pas facile d'aller au bout de l'incarnation de ce personnage, parce que pour moi c'était une sorte de roman de la femme, justement de la femme moderne. Je pensais un peu à Emma Bovary, mais qui serait tirée vers le contemporain. Voilà, un milieu avec beaucoup de pesanteur sociale, d'interdits, voilà, donc elle va au bout de la séparation. Et donc au début, elle ne portait pas de nom.
ou alors elle portait le prénom elle, qui est aussi un prénom, donc c'était un pronom-prénom qui m'arrangeait bien. Et puis un jour, en fait, c'est mon personnage qui a voulu, qui m'a dit un peu comme, voilà, je m'appelle Dolores, c'est à prendre ou à laisser. Et j'aime énormément, comme écrivain, que les personnages prennent la main. Je trouve que c'est une grâce qui n'est pas tellement donnée souvent. Et donc j'ai suivi. Je lui ai dit, on va faire comme tu veux. Quand elle a parlé de suicide, là, j'étais moins d'accord. Je lui ai dit, t'es sûre que t'en fais pas un peu trop, que ça va pas être un peu saignant, un peu dramatique? Elle m'a dit, non, je t'assure, je suis à bout, je me suicide. Bon, alors j'ai suivi aussi, mais après, il fallait éponger le sang, c'était pas terrible. Elle aurait pu m'éviter ce coup-là, quand même. Voilà. Mais je crois que... Donc elle s'est appelée Dolores aussi. Je crois que c'est un prénom espagnol, enfin, c'est un prénom que j'avais rarement entendu. Donc j'étais surprise qu'elle va s'appeler Dolores, surtout qu'elle n'a pas d'origine espagnole. Enfin, je ne suis pas revenue sur son histoire familiale ni rien. Et c'était vraiment incarner une forme de souffrance au féminin, une forme de douleur dont elle était porteuse, et obscurément en fait, parce qu'on pourrait dire que de l'extérieur, ça va. Elle a un métier, elle a un enfant, elle a un mari, elle a une maison. On a connu pire, bien pire. Elle est victime de violences, mais violences verbales surtout. On a connu pire, bien pire. Il y a des hommes qui vont jusqu'au meurtre, et il y a beaucoup de formes de destruction. Donc finalement, elle aurait pu se contenter de sa vie, sauf qu'elle n'en peut plus, elle asphyxie, elle fait des crises d'angoisse. Et Dolores, c'est ça aussi, c'est cette femme qui va mal, qui a besoin de tout faire exploser ou éclater autour d'elle, et qui essaye de couper ces liens qui la retiennent. Mais elle le fait de façon fébrile, maladroite, elle le fait sans équilibre, et elle fait de pire en pire en fait, puisque dans aucun domaine elle ne trouve à se réaliser. Donc c'est vrai que c'est un destin banal et triste d'une femme qui se débat avec sa vie. Elle est quadragénaire, elle fait l'inventaire de son corps, elle a perdu une partie de sa séduction. Bref, il lui reste de moins en moins, et Dolores, c'est cette douleur d'en être là de sa vie et de se dire que la vie passe justement et qu'il serait peut-être temps de l'inventer et d'être en phase avec soi-même. Et elle ne l'est pas, et elle se heurte à cette triste vérité. Après, c'est vrai qu'elle n'est pas créatrice au sens où elle n'a pas forcément les pouvoirs de se réinventer totalement comme elle voudrait. Elle est aussi dans un univers qui est quand même très, très hostile. On a l'impression qu'il y a des épines partout, c'est l'hiver, et il n'y a pas de communion avec la nature possible. Elle est banlieusarde et c'est une sorte de condamnation, parce qu'elle est coupée de la nature, et donc elle respire toujours aussi mal, elle ne peut pas partir vraiment. Et je pense que cette incapacité à fuir, c'est aussi une impossibilité matérielle. Elle n'a pas d'argent, elle ne peut pas se permettre de perdre son métier. Elle a son fils, et c'est son ex-mari qui a la garde du fils parce qu'il est réputé plus équilibré, plus riche. Donc le juge lui a donné la garde de l'enfant. Et donc elle a tout perdu, mais elle continue à graviter autour de son ancien monde sans pouvoir rompre complètement. Et finalement, cette incapacité, cette impuissance au féminin se retourne contre elle. Et Dolores, c'est peut-être un personnage qui n'est pas un personnage très positif, parce que justement, elle n'arrive pas à surmonter tout ce qui la ronge, tout ce qui pèse, et elle reste relativement passive. On sent ses tentatives, elle se débat, mais elle échoue à s'inventer. Et quand elle essaie de s'inventer dans une nouvelle relation amoureuse, elle est rattrapée par... ça, c'est un petit peu comme Rebecca d'Hitchcock ou de Daphné du Maurier. Il y a le fantôme de l'ex. C'est-à-dire qu'il y a une autre femme qui continue à plomber cette vie commune au point qu'elle n'arrive pas à respirer là encore. La relation est intoxiquée par le souvenir d'une autre femme. C'est une histoire qu'on m'a racontée par des connaissances. Le poids d'une ex dans une relation. Et puis j'en ai fait quelque chose, ça s'est imposé comme ça, où elle a du mal là encore à renouer et à être en phase avec elle-même et avec l'autre. Et finalement, enfin, pas révéler tout peut-être, mais elle échoue là encore à se sentir aux commandes. Toi, tu as beaucoup décrit cette femme qui conduit, qui est au volant. Elle est au volant de sa vie, ton héroïne. Ouais. Et la mienne, elle est démunie en fait. Et j'ai voulu insister sur ce dépouillement total, cette vulnérabilité de Dolores,
cette sorte de douleur et de détresse qui est la sienne et qui n'est pas compensée par de la tendresse. Le seul moment où elle a de la tendresse, finalement, c'est cette tendresse qui vient des choses. La tendresse d'une théière, la tendresse d'un matelas. C'est-à-dire qu'elle cherche désespérément un peu de coton ou d'ouate, ou je ne sais pas comment dire, un peu de caresse de l'extérieur, qui serait un baume, qui pourrait la réconcilier avec la vie. Et tout cela manque, tout cela fait défaut. Donc c'est une histoire de perte, en fait, d'impersonnalisation du personnage. C'est un personnage qui devient impersonnel à force de dénouer tous ses liens avec la société, avec elle-même, avec la nature. Voilà, donc c'est un peu une expérience limite qui fait un roman plutôt sombre, à vrai dire. Il n'y a pas la note heureuse de la jouissance ou de la communion avec la nature. Il y a quelques moments amoureux, quelques moments forts où on sent qu'elle peut renaître et puis non. C'est comme si ça ne prenait pas. Et donc d'un point de vue narratif, évidemment, c'est pas évident. Peut-être que pour le lecteur aussi, ça peut être un peu haletant, enfin un peu oppressant, de se dire est-ce qu'enfin il va y avoir une éclaircie, une promesse, une lumière et voilà, elle est rattrapée en fait. Elle est rattrapée par cette ombre et par ce poids toujours. Donc c'est pas un destin qui s'éclaircit et la liberté, elle reste là un peu comme un horizon qu'elle ne peut pas atteindre. C'est l'horizon qui recule toujours. Et l'événement central, c'est sans doute sa propre mort, qui pourrait prendre le sens positif d'une renaissance. Je crois que le personnage a voulu se tuer parce que c'est la solution radicale pour renaître. C'est la solution la plus radicale. Peut-être que toi, dans ta grotte, il se passe des choses aussi qui équivalent à une renaissance. Elle, c'était l'épreuve de la mort, par lâcher prise, tant pis, on abandonne. Et ce personnage à l'abandon, il en passe par la mort. Je crois que c'était une étape importante dans sa radicalité même. Finalement, le suicide, c'est aussi un acte de liberté dans la tradition antique. C'est décider au moins de sa propre mort si on ne peut pas décider de sa vie. Mais dans ce geste désespéré, il n'y a rien, pas de promesse supplémentaire, simplement une blessure de plus et qu'elle essaye de guérir. Mais de ce fait, c'est un destin de femme assez empêché, comme on disait ce matin. Et ça m'a beaucoup étonnée, mais c'est un roman à la troisième personne, et j'ai bien pris soin de prendre beaucoup de distance par rapport à ma propre vie, même s'il se trouve que j'ai divorcé. Et j'étais très surprise qu'on me dise « Ah mais c'est ton histoire ». Pas du tout, je tiens à le préciser. Mon personnage est loin de moi. Par exemple, j'ai 2 filles avec qui j'ai toujours une excellente relation et elle a un petit garçon insupportable. Enfin, j'ai bien pris soin, au contraire, que mes filles ne puissent pas dire « Oui, mais maman, pourquoi t'as raconté que… » Non, enfin, j'ai pris des précautions narratives aussi que j'ai eu l'impression de devoir à mes proches. Et puis aussi, si je voulais un personnage type, un personnage banal, voilà, ce personnage vacant de la Madame Bovary contemporaine. Et du coup, j'étais étonnée qu'on plaque sur ce récit une interprétation biographique. Mais après, il nous arrive à tous et à toutes, et je pense que tu seras d'accord, Lou, de reconfigurer des expériences de notre propre vécu. Hein. On puise, mais c'est pas nous. Et je trouve ça injuste qu'on puisse dire, voilà, c'est ton histoire. Et je dis non, farouchement. Dans ce cas, il sera possible peut-être que je raconte des choses sur un mode supposément romanesque et que ce soit une autobiographie déguisée, pourquoi pas. Mais là, pour le coup, ça ne l'est pas. Et j'ai pris soin, au contraire, de mettre à distance cette histoire de ma propre vie. C'était pas le moment de la sincérité ni du témoignage, parce que justement j'avais besoin de ce détour par la fiction à ce moment-là pour pouvoir écrire. J'avais besoin de fiction. Et c'est aussi pourquoi je suis allée vers la prose et pourquoi je me suis lancée dans ce type de récit. Donc voilà, sur la dimension personnelle, impersonnelle, pour le coup, je tenais à dire que Dolores, c'est pas mon exemple, même si j'ai pu, par ma vie, mon divorce, certains moments de détresse, ressentir certaines choses qu'elle a vécues en tant que femme moderne, en tant que livrée à ses forces sociales, familiales. Voilà.
Mais ce n'est pas mon histoire. Ça le mérite d'être clair. Et toi, Lou, justement, est-ce que, comme Dolores, ton personnage t'a susurré à l'oreille le fait qu'il ne souhaitait pas être nommé? Ouais, d'une certaine façon, c'est vrai que c'était une question que je me suis posée. On en parlait ce matin et j'avais vraiment la volonté de ne pas lui donner de prénom parce que voilà, je sentais qu'elle c'était quelque chose qu'elle rejetait. Et tu as parlé tout à l'heure de dénouer des liens, notamment avec la société, et, voilà, avec son entourage. Et c'est vraiment ce qu'elle fait aussi, ma personnage. Elle refuse tout en bloc, en fait. C'est-à-dire que tout est tellement oppressant. Je pense que voilà, elles ont une certaine proximité dans leur expérience initiale. Et voilà, on parle souvent du nom de famille, tu en parlais aussi, qui est le nom du mari qui remplace celui de notre père. Mais voilà, le nom de jeune fille, c'est aussi celui de notre père et de son père. Et on n'a jamais, en tant que femme, de nom de famille qui nous est propre. Et voilà, là j'ai carrément associé le prénom, voilà, en disant ce sont des choses qui sont données pour elle. Et voilà, tout ce que la société lui a inculqué, lui a donné, elle la met dans un tel état de mal-être et de malaise qu'elle refuse tout en bloc. Et donc voilà, c'était un peu lui offrir cette liberté aussi de ne pas être nommée et pouvoir exister en dehors d'un nom. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit sur la dimension aussi non autobiographique. C'est vrai que voilà, moi aussi, ce sont des choses qu'on a pu me demander parce que forcément, voilà, on a écrit sur des femmes, nous sommes des femmes, que voilà, j'ai effectivement moi aussi commis une séparation. Enfin, on est comme quasiment tout le monde en fait. Et je voyage, mais enfin voilà, c'est vrai qu'il y a autant on peut se nourrir du réel, autant ce sont vraiment une expérience unique et fictionnelle. Et ce côté vraiment solitude de l'expérience, c'est quelque chose que moi-même je n'ai pas vécu comme tel. Et je pense comme toi. Enfin, je pense que nos deux personnages ont une grande solitude en fait. Et la mienne va essayer de rompre totalement avec ce qui faisait son cadre, sa vie d'avant. Mais voilà, c'est quelque chose qu'elle va traverser toute seule. Elle a beau faire des rencontres, elle rencontre surtout des gens qui la prennent en stop dans la seconde partie, là, juste après l'extrait que j'ai lu. C'est quand même une démarche qui est tellement personnelle, tellement interne, et vraiment un dépouillement qui va très loin de façon assez extrême en fait. Voilà, donc sans aller jusqu'à se donner la mort, parce que la mienne elle est plus dans une espèce de pulsion de vie. Et tu disais qu'elle était au volant de sa propre vie, mais au début c'est pas réfléchi en fait, c'est vraiment une question de survie, prendre sa voiture et se casser en fait, qui est pas réfléchi, et c'est pas ce qu'elle fait, et c'est pas où elle va. Et au fur et à mesure, son errance va se transformer en quelque chose. Voilà, elle est de plus en plus aux commandes, mais finalement, plus elle abandonne même sa voiture, plus elle va être aux commandes, au moins de l'idée de mouvement, en fait. Et toutes les deux, dans la première action justement de votre livre, c'est une séparation, c'est une rupture. Est-ce que justement c'est un premier, on va dire, une première étape pour retrouver sa propre liberté? Ouais, je pense que ça fait partie des choses importantes quand on est, quand on est dans une situation familiale qui nous est toxique. Je pense qu'en partir est vraiment l'étape préliminaire à pouvoir avancer. Enfin, je pense que c'est assez général de dire ça, mais en l'occurrence, c'est aussi parce que c'est impossible de vivre avec les autres qu'on ne sait déjà pas vivre avec soi-même. C'est un peu, voilà. C'est déjà compliqué, ouais. Et là, sa relation de couple n'est pas violente. Enfin, la seule violence est celle du quotidien et du fait de faire les choses sans savoir pourquoi, sans que ça ait de sens. À un moment, il y a cette scène où l'homme dans sa vie se rend bien compte que ça ne va pas, qu'elle est complètement perdue et dépressive en fait, vraiment, puis avec un sentiment de dépersonnalisation, de déréalisation,
il va lui parler de prendre des vacances, d'aller à l'hôtel, et en fait il y a un tel décalage entre elle, la perte de sens totale à laquelle elle est confrontée, et des solutions qui sont pas du tout en adéquation, et effectivement elle peut pas vivre avec cet homme tant qu'elle sait pas ce qu'elle fait là, et qu'elle sait pas qui elle est, qu'elle sait pas ce qu'elle veut en fait. Et, d'abord se définir soi-même. Se définir soi-même, okay. Et en l'occurrence, voilà, c'était pas cet homme qui était la réponse. Je pense que c'est extrêmement difficile de détruire ce qu'on a construit. Enfin, demander le divorce, faire la démarche du divorce, c'est le dernier geste avant de se sentir dans une forme de mort intérieure. Enfin, je pense que les couples divorcent pour 1000 raisons différentes, mais là, dans le cas de Dolores, c'est vraiment le geste de la survie. Et je cherchais peu d'explications psychologiques autres ou de raisons. Alors évidemment, son mari la trompe, ne se retourne jamais, elle manque de tendresse, elle manque de temps, elle manque de tout. Mais je ne voulais pas approfondir cette dimension pour en faire une sorte de geste existentiel de départ justement. Sachant donc que cette liberté, oui, c'est surtout une respiration qu'elle cherche à retrouver. Mais il y a vraiment une résistance en soi à l'aliénation. Parce qu'on peut aller très bien dans sa vie et d'autres fois se sentir totalement aliéné à tout. Et je pense que c'est le poids de cette aliénation qui à la fin fait qu'on craque et qu'on est amené à casser ces liens qu'on avait construits. Ce qui est un geste autodestructeur aussi. Et c'est vrai qu'elle semble mal se pardonner en fait d'avoir cassé ce qu'elle avait construit. Parce que c'était son œuvre au fond, sa famille, son couple. Et c'est une situation, au fond, on en vient à détruire ce qu'on a construit dans ce cas. Et peut-être aussi qu'elle se le pardonne mal et que sa dépression, son geste de suicide sont liés en fait à ce sentiment de culpabilité. Certainement. Et c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui va accuser les autres. Enfin, le mari reste à l'arrière-plan. Elle souffre de sa violence verbale, elle souffre aussi de la violence de son fils. Parce que l'enfant, il est violent à sa façon aussi, il la rejette. Et parce que les enfants parfois sont pas très tendres, enfin ça dépend lesquels. Et donc elle souffre de tout ça qui paraît injuste et qui en même temps est l'univers qu'elle s'était construit avec les autres tels qu'ils sont, dans une forme de dureté. Et c'est un monde très dur en fait pour un personnage qui est très vulnérable et qui est comme à vif. Elle a cette réceptivité à vif et elle aimerait goûter les choses, être dans une forme de calme et de paix. Et puis ça lui est refusé par son, je ne sais pas si on peut appeler ça son destin, ce serait un bien grand mot, mais en tout cas par sa vie et par des choix. En fait, même quand elle choisit le divorce, ou qu'elle choisit même le suicide, ou qu'elle choisit d'aller vers quelqu'un d'autre, on a l'impression qu'elle n'est pas maîtresse de ses choix, que tout pouvoir de décision lui échappe et qu'elle est dans une forme de dépendance et de suggestion malgré tout. Donc c'est là peut-être qu'est le plus grave de son échec, que sa liberté, elle ne l'incarne pas. Et c'est sans doute le faible voulu de mon personnage. C'est pas la maîtresse femme qui se revendique et qui prend en main son destin et qui fait quelque chose de sa vie. Elle est dans une forme d'anéantissement. Donc il n'y a pas de morale de l'histoire ni de leçon de l'histoire. C'est pas une leçon de vie, moi, pour moi. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'elle ne se pardonne pas en fait de couper les ponts, enfin de détruire tout ce qu'elle avait construit. Et moi je pense qu'à l'inverse en fait, mon héroïne, elle ne se pardonne pas en fait. Ce qui l'empêche le plus d'avancer, même une fois qu'elle est partie, c'est sa difficulté à accepter d'avoir construit quelque chose quasiment involontairement par réflexe, par mécanisme, d'avoir construit un couple, une vie qui ne lui correspondait pas du tout et de s'y être complètement perdue. Et la seule chose qui peut la faire avancer, c'est de réussir au bout d'un certain temps à se pardonner d'avoir été cette femme figée dans laquelle elle ne se reconnaît pas du tout. En fait, c'est une démarche
c'est une démarche inverse. Mais, ça fait penser au titre ouais. d'Annie Ernaux, La femme gelée. Ouais. Tu parles de la femme ouais. figée. C'est vrai Bah que oui, mon héroïne, elle se revendique pas, au sens où peut-être elle est trop altruiste, c'est-à-dire qu'elle est en quelque sorte livrée aux autres, et elle dit pas, voilà, c'est moi, j'existe et je fais ce que je veux de ma vie. Elle le dit pas, ça. Elle reste dans une forme d'attente et de dépendance, oui, voilà, elle n'a pas l'énergie de dire je m'affirme totalement et je fais autre chose de ma vie. Ton personnage est plus radical au sens où il part, il a cette capacité de couper les liens, de s'arracher. Dolores, elle reste bien ligotée quand même dans ces liens-là. Elle a un enfant, enfin je pense que oui, toi ton personnage... Non, elle en a pas, c'est vrai que ça change beaucoup les choses, mais c'est vrai que c'est un peu comme une situation initiale qui est vraiment proche, puis deux fourches en fait possibles, et les deux sont difficiles. Les deux sont difficiles, et tu parles de La femme gelée d'Annie Ernaux, moi c'est vraiment une lecture... Une influence. Ouais. Enfin, justement, dans une de tes présentations, tu parlais de ce livre-là. Oui, c'est une lecture qui a été très marquante en fait pour moi. Et enfin, je pense que pour beaucoup de lectrices et de lecteurs, hein, parce que cette femme qui tout d'un coup se disparaît dans son couple, dans le quotidien avec ses enfants, et qui se fait avaler en fait par tout ça, qui a plus de vie intérieure. Enfin voilà, ça se gèle, ça se disparaît. Et, moi, j'avais vraiment envie d'explorer le et après, en fait, la suite. Les longues vies, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait de ça, en fait Donc finalement, 2 voix inouïes, 3 recommandations de romans, Annie Ernaux, Lou d'Arsan, Aurélie Foglia, et je pense qu'on va clore là-dessus. Donc merci à vous pour vos lectures d'extraits, pour vos réponses aussi, et merci à vous de nous avoir suivis, et n'hésitez pas aussi à suivre les autres voix inouïes du festival. Au revoir.